Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. On a des sujets assez sympas à évoquer cette semaine, et pour une fois, ça fait quelques semaines que j'avais pas forcément parlé de ça. On va reparler un petit peu de box-office avec Transformers Rise of the Beast et les dernières performances du film à ce niveau, ainsi que les informations que l'on a sur une éventuelle suite. Bah oui, parce que mine de rien, c'est ce qu'on attend un petit peu tous à ce niveau, donc on va prendre les 5 premières minutes je pense de ces news pour parler de tout ça. Alors tout d'abord en termes de box-office, ça y est, la carrière de Rise of the Beast aux États-Unis est plus ou moins terminée. Disons que la sortie de Barbie et de Oppenheimer a vraiment complètement attiré l'attention, et même par rapport à des films type Indiana Jones, Mission Impossible, etc. Donc clairement, aux États-Unis, aux USA, Rise of the Beast c'est terminé, et le film finit donc avec environ 156-157 millions dans le pays, ce qui est du coup une belle augmentation par rapport à The Last Night et à Bumblebee, certes, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est quand même correct. On va dire c'est bien, c'est ok tiers, ça passe. Maintenant, à l'international, le film est aux alentours pour l'instant des 430 millions dans l'ensemble, sachant qu'il n'est pas encore sorti au Japon. Donc il faudra voir le box-office japonais qui généralement peut rapporter entre 10 et 20 millions. Faut voir ce que ça peut apporter. Je pense que Rise of the Beast finira aux alentours des 450 millions de dollars à peu près, ce qui restera quand même pas fou, mais du point de vue du PDG de Paramount, c'est pas si mal, on va dire. On a eu une grosse interview, alors qui n'avait pas de rapport avec Transformers directement, mais qui avait rapport avec le studio Paramount, ce qu'ils allaient proposer dans les prochaines années, en termes de contenu, c'est-à-dire en termes de divertissement, donc les films, les séries, même d'autres choses, et notamment avec la plateforme Paramount+, qu'ils ont lancé il y a à peu près 1 an maintenant. Donc, il y a eu une grosse interview, et notamment, ils ont parlé donc de Transformers, Mission Impossible, Tortue Ninja, enfin bref, toutes les licences qui sont aujourd'hui détenues par Paramount, ils en ont parlé, et donc ils ont voulu mettre quelques petites choses au point. Notamment le fait que, pour eux, effectivement, le paysage des blockbusters aux États-Unis est en train de vraiment changer, c'est-à-dire que les films ne rapportent plus autant qu'avant. À l'international, on a des marchés qui se sont fermés, évidemment, la Russie pour des raisons évidentes, mais la Chine aussi qui est de plus en plus hermétique aux blockbusters américains, et en fait, ce que disait le PDG de Paramount, c'est que maintenant, dans la conception des films, il faut prendre ça en compte, c'est-à-dire que quand Rise of the Beast, par exemple, ou même comme le dernier Mission Impossible, quand ces films-là ont été mis en chantier, ils avaient un peu l'état d'esprit de l'époque, c'est-à-dire on va mettre ça dans le monde entier, ça va bien marcher en Chine aussi, etc., etc., Bah non, en l'occurrence, non, c'est pas le cas. Rise of the Beast en Chine est aux alentours, il me semble, de 90 millions de dollars, ce qui est correct, on va dire, c'est quand même le deuxième film américain qui a rapporté le plus cette année dans le pays, derrière Fast X, mais ça prouve qu'il y a quand même un essoufflement des blockbusters des blockbusters américains plutôt, dans le pays, notamment du fait que la Chine produit maintenant des gros blockbusters aussi, à leur échelle, le cinéma chinois est devenu vraiment énorme, et ils peuvent se contenter de les publier uniquement sur le territoire chinois, parce que la population est tellement énorme que de toute façon, ils vont aller voir les films, ils vont les faire se rentabiliser, et en fait, dans quasiment le microcosme, si je peux dire, chinois, on a des grosses productions qui éclipsent complètement les productions hollywoodiennes en termes de popularité, et en termes d'entrée, et donc, in fine, d'argent rapporté au studio. Bref, voilà, donc grosso modo, c'est ce que disait le PDG de Paramount, c'est-à-dire que maintenant, les films, il faut les penser différemment, il faut apporter des nouvelles choses, en particulier pour des sagas qui sont, on va dire, très avancées en termes de nombre de films, c'est-à-dire que par exemple, il prenait l'exemple d'un 7e volet, parce que ce soit Mission Impossible ou Transformers, on a eu cette année la sortie des 7e opus respectifs de chaque saga. Alors, Mission Impossible c'est différent, parce qu'on est vraiment sur une numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Là, pour Transformers, c'est un reboot, mais ça reste le 7e film en live action, et comme disait, j'ai oublié son nom, mais comme disait le PDG de Paramount, c'est tout simplement nécessaire de changer certains éléments, de proposer des nouvelles choses, et il faut bien dire, Rise of the Beast, même s'il est meilleur que la plupart des films du Bayverse, ça on va pas se mentir, en réalité en termes de scénario, ça proposait rien de très novateur, même s'il y avait des éléments nouveaux et une nouvelle façon d'aborder la licence, on va dire globalement. Donc c'est un petit peu, voilà, ce qui est ressorti, notamment, avec le fait d'apporter les G.I. Joe, pour le PDG de Paramount, c'est un pas vers cette espèce de renouveau pour la licence au cinéma, et c'est une décision qu'il a dû vraiment pousser auprès des différentes personnes concernées, des producteurs notamment, donc de Hasbro déjà pour être sûr qu'ils soient d'accord pour utiliser la licence, de Spielberg, et aussi de Michael Bay, qui apparemment a été très chiant sur l'utilisation des G.I. Joe, parce qu'il a peur, je cite, que ça minimise les films Transformers d'avant. Je pense qu'il parle de ces films principalement, notamment par le fait que, les militaires étaient impliqués dedans. Si on remplace ces derniers par des G.I. Joe qui sont par définition un petit peu plus cool et un petit peu plus sympas à regarder,
bah oui, les films seront sans doute un petit peu plus cool et un petit peu plus sympas à regarder sur ce point-là. Bref, on attend de voir, de toute façon les G.I. Joe, c'est ce qui a été précisé aussi par Lorenzo di Bonaventura, et là-dessus je veux bien le croire, ils ne vont pas prendre une place prépondérante, ça va pas être un film G.I. Joe, le prochain film, ça va vraiment être un film Transformer, avec des personnages de G.I. Joe dedans. C'est bien ça la différence, c'est les G.I. Joe qui atterrissent plutôt dans l'univers de Transformer, et pas l'inverse, et c'est pas une fusion des deux univers. Bref, tout ça pour dire, ce qu'il faut retenir, c'est que Rise of the Beast va vraisemblablement avoir une suite, c'est ce qui a été confirmé par Lorenzo di Bonaventura. Ils étaient sur le point de lancer l'écriture d'un script au moment où la grève des scénaristes a frappé, donc au départ, ils visaient une date de sortie pour 2025 ou 2026. Peut-être que si jamais cette grève dure très longtemps, et tant que de toute façon les scénaristes ne sont pas payés, on va dire de façon honnête par les studios, tant que ces questions-là ne sont pas réglées, on peut patienter. Je veux dire, nous, on est... certes, on est des consommateurs, mais on veut aussi que les gens qui travaillent dans cette industrie soient payés dignement et soient payés à la hauteur de leur travail, et jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment le cas. Donc évidemment que personnellement, je soutiens ce mouvement, que ce soit du point de vue des scénaristes ou des acteurs, et peu importe combien de temps ça durera, si ça peut permettre, in fine, d'obtenir de meilleures conditions de travail pour ces derniers. Bref, voilà, donc Lorenzo di Bonaventura a précisé qu'on était sur une date de sortie 2025-2026, mais évidemment, il a dit maintenant que tout dépendait de la fin de la grève, que de toute façon c'était pris en compte, et que, bon voilà, dans tous les cas, ça sortira quand ça sortira, mais c'est bel et bien en projet. Et donc pour ce qui est du box-office de Rise of the Beast, le PDG de Paramount a bien dit que oui, effectivement, les résultats ne sont pas exceptionnels, not great, c'est le terme qui a été utilisé, but good, donc bon, c'est-à-dire ok tiers. Je pense que, bon, c'est un peu une façon de cacher que le film va pas complètement être rentable, en tout cas pas en salle, mais de ces mots à lui, c'est quelque chose qui le satisfait, et surtout qui correspond un peu à ce que je vous dis depuis quelques semaines, c'est-à-dire le changement qui s'opère actuellement dans le cinéma hollywoodien, qui fait qu'il y a certes des films qui continuent de cartonner, j'ai regardé Barbie en ce moment, mais c'est beaucoup plus dur pour des licences déjà installées de véritablement se faire une place au milieu de toutes ces nouveautés qui arrivent, et aussi le fait qu'il y a, on va dire, un essoufflement du public par rapport à un certain nombre de licences. On voit ça avec Marvel, on voit ça avec DC, on voit même ça avec Mission Impossible, bref, voilà. Faut que les licences populaires évoluent, et pourtant, Paramount a bien précisé qu'ils continueraient de miser grandement sur ces dernières, parce que, ils en ont, parce qu'ils doivent les faire vivre, et parce que, mine de rien, on sait qu'il y a toujours une fanbase assez importante. L'essentiel, c'est juste de renouveler, savoir proposer des nouvelles choses, et de le faire, là aussi selon les dires du PDG de Paramount, avec un budget plus raisonnable, c'est-à-dire ne pas tomber dans les 320 millions de budget de Mission Impossible, ou les 200 millions de budget de Transformers de nouveau, rester sur quelque chose de plus raisonnable et ainsi s'assurer une certaine rentabilité, c'est le chemin que va prendre le studio désormais, et sans doute ce qu'il fera avec la suite de Rise of the Beast. Autre info du coup autour de Rise of the Beast, alors c'est une petite info qui vous intéressera peut-être, c'est le fait que le film est sorti sur Paramount Plus aussi désormais, donc ça fait à peu près 2-3 semaines maintenant qu'il est disponible en VOD, il est disponible maintenant sur Paramount Plus, mais seulement aux États-Unis et au Canada il me semble aussi, en tout cas en Amérique du Nord. Il faut savoir qu'en Europe, si vous avez un VPN, Paramount Plus ne marchera pas pour ce qui est du Paramount Plus américain, parce qu'en fait, contrairement par exemple à Disney Plus ou même à Netflix, il me semble, il n'y a pas un seul gros site qui englobe en fait toutes les nationalités, toutes les régions du monde. Paramount Plus, on a le Paramount Plus européen et le Paramount Plus américain, ce qui fait qu'en fait, si vous voulez concrètement regarder Rise of the Beast avec un VPN, il faut que vous vous connectiez, que vous recréez un compte et que vous repreniez un autre abonnement, si vous avez Paramount Plus bien sûr déjà en Europe, mais si vous avez votre compte européen, il ne marchera pas avec un VPN sur le Paramount Plus américain. Je le sais parce que j'ai testé, j'ai un peu le seum, mais voilà, c'est comme ça malheureusement. Il faudra patienter. De toute façon, la sortie sur Paramount Plus France, c'est même pas la peine d'y penser pour le moment parce qu'on a la chronologie des médias. Mais je pense qu'en VOD, le film sera disponible à peu près en septembre, je pense. Et le Blu-ray, peut-être vers octobre. Faudra voir un petit peu à ce niveau-là. Bref, voilà donc pour tout ça. Voilà donc pour les news autour de Rise of the Beast. On va pouvoir commencer avec certains reveals. Alors certains sont autour du film, d'ailleurs aussi. On va pouvoir s'y intéresser. Bref, un premier reveal dont je n'avais pas parlé la semaine dernière parce qu'il était tombé trop tard par rapport au moment où j'avais enregistré ma vidéo, c'est tout simplement un nouveau crossover Transformer avec une autre licence, et en l'occurrence avec la licence Stranger Things. Alors oui, c'est assez surprenant, parce que Stranger Things, c'est pas forcément une licence qui est caractérisée, on va dire, par les véhicules, mais pourtant, ils ont réussi à faire un très joli robot avec la camionnette à pizza de la 4e saison, j'ai oublié le nom de ce personnage, mais bon, c'est pas comme s'il était extrêmement mémorable non plus, mais voilà, c'est une petite camionnette en fait que les personnages se trimballent pendant toute la saison 4 de Stranger Things, et ils en ont donc fait un Transformer qui est plutôt sympa, honnêtement, le mold est très appréciable. Alors,
La camionnette en elle-même, elle a des petits problèmes au niveau des couleurs, c'est-à-dire que les couleurs sont pas vraiment uniformes, c'est pas le même jaune-beige tout le temps. Par contre, le robot est vraiment bien, c'est même pas d'ailleurs un remold ou un repaint du Ironhide, Ratchet de Earthrise, c'est vraiment un tout nouveau mold, c'est très bien, et en plus, chose supplémentaire, ils ont eu la licence Volkswagen, ce qui est vraiment quand même très cool, et ce qui veut dire que peut-être à l'avenir pour une sortie d'un Wheeljack Rise of the Beast Studio Series, ils auront sans doute la licence Volkswagen aussi. Bon après il faut dire, c'est logique, Volkswagen a aussi Porsche en tant que marque, s'ils ont autorisé à ce que Porsche ait sa licence dans Transformer, ils peuvent aussi donner leur propre licence, bref c'est un seul même groupe automobile de toute façon, donc voilà, je sais pas exactement comment ça fonctionne à ce niveau. Mais voilà, donc pour ce qui est de ce petit crossover, en vrai c'est sympa. Alors oui, effectivement, c'est peut-être pas le truc le plus mémorable, et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit effectivement, est-ce que Stranger Things c'est franchement le truc le plus ouf en termes de véhicules? Ça, comme j'ai dit, c'est pas une licence qui est caractérisée par ça, il n'y a pas un véhicule très célèbre dans la série, et surtout que si on reprend le principe d'un petit van, il y en a beaucoup qui ont dit, je sais pas, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher une licence comme Scooby-Doo, comme tout ça. Après voilà, c'est une question de licence, c'est une question de popularité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, si on veut toucher une audience un petit peu plus jeune, en tout cas l'audience de Stranger Things en l'occurrence, oui, il faut faire ce genre de produit, et je pense que l'idée en soi est pas mal. En plus la boîte est plutôt rigolote, avec une espèce de boîte à pizza, bref, c'est cool. Mais j'ai peur que ce soit vendu un petit peu cher pour ce que ce sera. On verra un petit peu quand ce sera révélé. Non, le prix est même affiché là. 45$, c'est effectivement un petit peu cher à mon sens. Mais bon, ça finira sans doute en promo au bout d'un moment à mon avis. Quelques nouvelles aussi du côté des figurines assez haute qualité, des petites statues on va dire assez sympas du côté de chez Flame Toys, avec un Jet Power Optimus Prime, donc qui est en fait dans un style G1, donc un Optimus de base à style G1, avec des parties d'avion autour, un petit peu à la Jetfire de Revenge of the Fallen. Ça pour le coup c'est une figurine qui est vraiment cool, honnêtement. C'est pas une statuette, pour le coup c'est vraiment une figurine articulée. Elle est vraiment sympa, très très jolie, qui fera une 30aine de centimètres normalement. Ça a été annoncé, ça a été révélé, je sais pas si on en avait déjà eu des images auparavant, mais en tout cas je trouve que visuellement c'est très très réussi, ça fait une sorte de crossover un petit peu entre une esthétique typée G1 et une esthétique du Bayverse en l'occurrence avec l'Optimus de la fin de Revenge of the Fallen. Toujours du côté des figurines articulées et de haute qualité, on a des nouveaux visuels de certaines figurines de chez Free Zero en rapport avec Transformers Rise of the Beast. Alors, on a un nouveau visuel pour Bumblebee, même s'il avait déjà été révélé, Optimus également, mais on a également Scourge, Optimus Primal et Mirage qui ont été révélés, on va dire entre guillemets. C'était à la Comic Con de mémoire, tout simplement il y avait une vitrine avec ces différentes figurines exposées, et franchement, elles rendent très bien. C'est vrai que sur le côté purement screen accurate, même si évidemment ça ne se transforme pas, c'est un régal, tout est à l'échelle, à peu près, en tout cas ça a l'air. C'est très cool. Alors le petit Mirage, effectivement très petit à côté, mais c'est normal, je veux dire, c'est la taille du perso. Scourge est très bien rendu, à voir avec quels accessoires aussi tous ces personnages viendront, mais pour le moment, évidemment, c'est du Free Zero, c'est de très très haute qualité. Maintenant, les prix seront pas donnés non plus. Toujours aussi maintenant du côté, alors en l'occurrence là, de Model Kit, avec Optimus Prime et Megatron de Transformers Dark of the Moon, qui avait été annoncé il y a quelques mois maintenant, du côté de chez YOLO Park, et donc voilà, ils ont été exposés là aussi. Alors je sais même plus si c'était exactement à la Comic Con, non, c'était à Hong Kong, c'était un événement à Hong Kong avec pas mal d'exposants justement de figurines et autres, et voilà, on a eu des nouveaux visuels pour ces deux figurines là, qui sortiront d'ici, je pense, quelques mois maintenant qu'ils sont exposés, même si c'est encore au stade de prototype, donc faudra voir à ce niveau. Petit visuel aussi en main du Megatron Studio Series Gamers Edition. Alors pourquoi j'en parle spécifiquement de cette version-là ? C'est parce que le fait d'avoir des visuels en main de cette figurine nous permet de nous rendre compte de certaines choses. C'est le fait qu'il est finalement pas tellement plus grand que le Megatron de l'époque qui était un Deluxe. Alors que maintenant, c'est un Megatron Voyager qu'on a. Alors oui, le nouveau est un petit peu plus screen accurate, etc. Mais j'avoue, comparé à l'ancien, je trouve que le Megatron de 2010, qui a été commercialisé à l'époque, a un petit charme encore, je trouve, en plus, que le Megatron d'aujourd'hui n'a pas. Donc faudra voir, voilà, en main, sur d'autres reviews, etc., etc. Mais j'avoue que vu comme ça, il n'est pas non plus sensationnel ce Megatron là, donc à voir une fois que je l'aurai entre les mains, est-ce que vraiment voilà il est bien ou pas. Alors le Optimus, même si je l'ai pas encore présenté en mini review sur mes réseaux sociaux, il est très bien, même s'il a des gros défauts. Je pense que ce Megatron ça va être un petit peu pareil, c'est-à-dire ça va être une bonne représentation du perso, mais largement pas parfaite. Je pense que c'est à peu près comme ça
qui sera vu, on va dire, par une majorité de personnes. Et justement, pour parler des figurines, et ce sera notre dernier sujet du jour, on a eu la retranscription complète de la FAQ que Hasbro a tenue à la SDCC, donc en fait où les gens leur posaient des questions. Alors, c'est une FAQ extrêmement complète, j'ai sélectionné, on va dire, les principaux thèmes qui ont été abordés, notamment autour des Studio Series et des Legacy. Alors déjà, pour ce qui est des Studio Series Gamers Edition, puisqu'il y avait pas mal de choses qui ont été montrées à ce niveau, est-ce que, à l'avenir, ils pourront faire des persos type les Dinobots, Bruticus, etc., etc. Ce qu'ils ont répondu du côté de Hasbro, c'est que globalement, tout ce qui a été un jour dans un jeu vidéo Transformer peut être fait dans les Studio Series Gamers Edition. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, ils commencent avec War for Cybertron, ils vont continuer avec Fall of Cybertron ensuite, mais effectivement, pour eux, c'est-à-dire que même des persos de Transformers Devastation, des persos même de certains jeux très obscurs comme Mystery of Convoy, qui était un jeu sur NES à l'époque, ce genre de truc, bah techniquement, si jamais il y a moyen de faire un design particulier ou que les jeux en question ont des Transformers avec un certain design, ils pourront les adapter. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a juste un petit problème d'un point de vue de licence, c'est au niveau des jeux vidéo adaptés des films de Michael Bay. C'est juste qu'en fait, il faudra passer par Paramount pour avoir les droits, puis ensuite les commercialiser, mais ça aussi, visiblement, c'est dans le royaume des possibles, on va dire. Donc ça veut dire que les gens qui attendent typiquement des Studio Series de personnages comme Warpath de Dark of the Moon, du jeu de Dark of the Moon, de Breakaway de Revenge of the Fallen, etc., et ben tout espoir n'est pas perdu, et il y a même des chances que ce soit fait. Je pense juste qu'il faut être patient, parce que, bah voilà, c'est une question de licence, faut que ça prenne du temps, etc., etc., entre Paramount et entre Hasbro directement, et surtout entre les personnes qui ont les licences sur les véhicules utilisés dans les jeux, mais voilà, une fois que tout ça sera rassemblé, il y aura moyen, je pense, de faire ces personnages qui sont quand même pas mal demandés. Et pour ce qui est de Legacy, bah globalement ils ont dit là aussi que tous les personnages de tous les univers étaient possibles, on va dire, en termes de commercialisation. Ils ont précisé qu'il y aurait bien une troisième partie à Legacy, qui sortira donc l'année prochaine, et qui sera annoncée en fin d'année 2023, donc à ce niveau-là, voilà, faudra rester à l'affût, on va dire, et ils disent bien que voilà, en plus, avec les 40 ans de Transformers qui arrivent l'an prochain, l'objectif, ce sera pas forcément de refaire que du G1 pour célébrer, voilà, les 40 ans de la G1, ce sera surtout de célébrer les 40 ans de Transformers en tant que licence, c'est-à-dire, ils ont dit que ce soit via les jeux vidéo, via Animated, Robots in Disguise 2001, même des séries japonaises de la G1, les films live action, etc., etc. En fait, globalement, ce qu'ils veulent, c'est faire une grosse célébration un petit peu en rapport avec tous les pans du multivers Transformers, et finalement, je ne peux que les encourager dans ce sens. Voilà pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses sur les dernières actualités autour de Transformers au niveau des reveals et au niveau des différents sujets d'actualité, que ce soit le box-office de Rise of the Beasts, etc., tout ce qui a été révélé à la SDCC. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous êtes hypé pour la suite de Rise of the Beasts qui a plus ou moins été directement confirmé maintenant? Dites-moi tout ça en commentaire, on se retrouve très vite, c'était Magnus, ciao.